Que visiter au Portugal? Quelle est la meilleure saison pour visiter le Portugal? Que manger là-bas? Est-ce que les Portugais sont sympas? Quel budget pour visiter ce pays? Aujourd'hui, je réponds à un maximum de questions que tu peux te poser pour que tu puisses organiser le meilleur voyage possible au Portugal. Mais avant de commencer, si voyager en toute confiance, que ce soit en France comme à l'étranger, est une thématique qui t'intéresse, alors abonne-toi à cette chaîne YouTube dès maintenant. Première question, que visiter au Portugal? Donc j'ai visité le Portugal en début 2022 avec ma copine pendant 2 semaines. Je vais commencer à te présenter les lieux que j'ai personnellement visités et après je rajouterai d'autres lieux en me basant sur l'expérience d'autres voyageurs que je connais personnellement. En premier, Porto, c'est ma ville préférée au Portugal, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Donc c'est une ville quand même assez grande avec beaucoup d'activités, il faut plusieurs jours pour visiter cette ville. Alors pourquoi c'est ma ville préférée? Eh bien je trouve qu'on est moins écrasé par la foule et par les touristes qu'à Lisbonne, mais ça reste quand même assez grand, il y a plein de choses à faire et c'est pour tous les goûts. Alors peut-être que je devrais nuancer parce que je ne suis pas allé l'été, j'y suis allé l'hiver. Donc peut-être qu'en été, il y aura plus de touristes, effectivement. Donc Porto, que visiter? Tout d'abord, tout le centre historique. Tu peux aussi longer les rives de la Douro, la rivière. Alors petite précision, la ville est construite dans une vallée très escarpée. Donc bien sûr, tu peux prendre les trams et les transports en commun. Mais si tu comptes marcher, ça va beaucoup grimper. Donc dans cette ville, tu peux admirer l'architecture qui est magnifique. Tu peux bien manger, bien boire, parce qu'évidemment il y a le Porto. Il y a les plages qui sont pas très loin, donc tu peux y accéder en prenant un train. Tu peux aussi explorer l'arrière-pays, donc la vallée de Douro, voire même voir un match du FC Porto, qui est l'équipe phare de la ville. Bref, pour visiter Porto, je conseillerais au minimum 3 jours. Et petite anecdote historique à propos de Porto, avant de visiter les autres villes du Portugal. Pendant l'Antiquité, il y avait un petit hameau celte là-bas qui s'appelait Cal. Après, les Romains sont arrivés, donc l'Empire romain, donc ils ont construit un port, donc port en latin ça s'appelle Portus. Donc c'est le Portus Cal. Donc là tu commences à comprendre, cette ville qui s'appelait Portus Cal, le nom a été modifié, ce qui a donné le nom du pays, Portugal. La deuxième ville que j'ai visitée au Portugal, c'est Aveiro, surnommée la Venise du Portugal. Alors oui, c'est un surnom qui fait rêver. Eh bien, si je devais choisir une déception au Portugal, c'est clairement Aveiro. On y allait seulement quelques heures et la ville est connue pour ses canaux et ses bateaux typiques. Eh bien, personnellement, bien sûr ça reste que mon avis, mais c'est un attrape-touriste. Alors certes, le centre-ville est mignon, mais tu fais très rapidement le tour, il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a juste quelques canaux, quelques bateaux pour les touristes, mais c'est tout. Donc franchement, Aveiro, il n'y a rien d'exceptionnel, je te déconseillerais d'y aller. En troisième, Coimbra, l'ancienne capitale du pays. C'est aussi une ville qui abrite la plus vieille université du Portugal. C'est une ville avec un beau patrimoine historique, vraiment sympa à visiter, et connue pour sa vie étudiante. Tu pourras visiter le centre historique, le jardin botanique, écouter de la musique traditionnelle avant de boire un verre le long de la rivière. Alors si c'est ta première fois au Portugal et que tu as un temps limité, je ne te conseillerais pas forcément de visiter Coimbra. Mais si tu as vraiment le temps d'explorer d'autres parties du Portugal, ça peut vraiment valoir le coup d'y passer 2 ou 3 jours. En quatrième, Nazaré. Alors pour moi c'est vraiment un incontournable, même si c'est ta première fois au Portugal. C'est une petite ville qui est au bord de l'océan, mais qui est surtout connue pour son spot de surf et pour ses vagues qui sont impressionnantes. Et même si t'es pas un grand fan de surf, je te conseillerais vraiment d'y aller, parce que c'est là-bas qu'a été surfée la plus grande vague de l'histoire, une vague de près de 26 mètres. Alors je suis pas sûr que ça soit le bon endroit pour faire un cours d'initiation au surf, parce que tu as compris, les vagues sont vraiment monstrueuses, mais ça vaut vraiment le coup de se balader à Nazaré et après grimper sur les falaises, parce que là tu verras les vagues qui sont vraiment impressionnantes le long des plages. Le seul point négatif sur Nazaré, c'est que c'est un lieu touristique, il y a peu de logements, donc je te conseillerais de réserver en avance. Et c'est encore plus vrai si tu viens l'été ou si tu viens pendant une des compétitions internationales de surf, parce que là c'est bondé, donc les logements sont rares et vont être très rapidement pris d'assaut. Donc comme je le disais, Nazaré c'est un incontournable, mais soyons honnêtes, c'est pas bien gros, donc tu fais rapidement le tour. Donc tu peux y rester 2 nuits et c'est déjà très bien. Ensuite, Évora, c'est clairement la ville la moins touristique que j'ai pu faire au Portugal. Alors c'est dans l'arrière-pays proche de la frontière espagnole, près de l'Andalousie. La ville est super mignonne, plein de bâtiments blancs, t'as des murailles médiévales et t'as même les ruines d'un temple romain. C'est une ville très calme, voire même un petit peu isolée. Alors je te conseillerais pas forcément d'y aller si c'est ta première fois au Portugal et si t'as qu'une seule semaine. Un Portugal qui est plus à l'intérieur des terres, un Portugal loin des hordes de touristes, c'est plus authentique. Je pense que tu peux y rester 2 ou 3 jours, mais si tu loues une voiture, ça peut être une très bonne base pour visiter tous les arrière-pays portugais. Prochaine ville, Lisbonne. Et oui, tu l'attendais depuis le début de la vidéo. Et si je t'en parle que maintenant, c'est parce que c'était la dernière ville que j'ai visitée au Portugal. Donc la capitale du Portugal a beaucoup de points positifs et quelques points négatifs. Déjà, il y a énormément de choses à faire et à voir là-bas.
Il y a beaucoup de quartiers de monuments à voir, par exemple l'Arc de Triomphe, l'ascenseur Santa Justa, le quartier de l'Alfama, le quartier de Barrio Alto, le Christ-Roi qui est l'autre côté du pont du 25 avril, et encore plein d'autres lieux. Un des problèmes de Lisbonne, c'est que c'est une ville très touristique, donc les activités peuvent coûter vite cher. Par exemple, tu peux visiter le château Saint-Georges et qui coûte 10 €. La ville a énormément de bars et de restaurants, donc tu peux bien manger et faire la fête, mais attention au prix touristique. Je te conseillerais d'aller dans des quartiers un peu moins touristiques justement pour avoir des baisses de prix et payer un prix plus proche du standard portugais. Un autre point positif de Lisbonne, c'est qu'il y a plein de miradouros, donc c'est des collines qui t'offrent plein de points de vue sur la ville, et c'est juste magnifique. Si je peux te conseiller une seule adresse où manger à Lisbonne, c'est le Time Out Market, donc c'est un food court. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les food courts, c'est un lieu où il y a pas mal de restaurants avec une cour centrale. Donc si tu viens avec un groupe, chaque personne peut commander dans un resto différent et vous vous retrouvez tous au milieu pour manger au niveau de la cour centrale. Et à la différence des food courts typiques à l'américaine avec des fast-food, là c'est que des restaurants très qualitatifs, donc vraiment top et c'est très bon. En dehors du centre-ville de Lisbonne, tu peux visiter le quartier de Belém. Donc c'est là où se trouvent de nombreux monuments comme la tour de Belém, le monument des Hieronymites, le monument des découvertes. Et c'est là-bas que tu trouveras les pastéis de nata les plus connus du pays. Ensuite, Sintra et ses alentours. Depuis Lisbonne, tu peux prendre un train pour Sintra pour y passer la journée. C'est là-bas que se trouve le Palais National des Penas, qui est considéré comme le Versailles portugais. Alors bien sûr, la visite est payante, c'est environ 14 €. Mais si tu as un petit budget, tu peux visiter seulement les jardins pour 7 €. Et toujours à Sintra, tu peux visiter le Château des Morts, qui est un château médiéval. Et tu peux avoir un prix réduit en visitant les deux châteaux et avoir un tarif, les deux compris. Tu m'as compris. Pas très loin de Sintra, tu peux rejoindre l'océan et flâner au village de Cascais, donc c'est un vieux village de pêcheurs. Tu peux aussi te baigner à la praia, donc praia ça veut dire plage en portugais, donc la praia do Guincho. Ou encore te rendre au Cabo da Roca, donc c'est le point le plus à l'ouest de tout le continent européen. Donc tu verras c'est magnifique, tu as des falaises qui dominent l'océan. Donc tu l'auras compris, pour visiter Lisbonne et ses alentours, il faut beaucoup de temps. Donc pour moi, 5 jours c'est le grand minimum, mais si tu peux rester 10 jours, c'est encore mieux. Les prochains lieux de la vidéo, tu l'auras compris, je ne les ai pas faits, mais comme ça fait partie des incontournables au Portugal, je vais me servir de l'expérience d'autres voyageurs pour te les présenter. En premier, l'Algarve, où c'est la région la plus au sud du Portugal. C'est une région qu'on comptait faire avec ma copine, en louant une voiture et en faisant un road trip. Mais au final, on était en retard sur notre planning, donc on a reporté ce voyage. C'est une région qui est de plus en plus visitée, en particulier l'été, pour ses paysages côtiers qui sont vraiment uniques et magnifiques. Je pense qu'il y a beaucoup de spots de l'Algarve que tu as dû voir défiler sur les réseaux, sur Instagram. Le problème de cette région, c'est que les transports en commun sont limités. Ils existent, certes, et peuvent t'emmener à la découverte des villes de la région, comme Portimao, Faro ou encore Lagos. Mais je pense que si vous voulez profiter vraiment de cette région et découvrir les paysages naturels et des coins un peu plus méconnus, il est essentiel de louer une voiture. En lieu que je vous conseillerais de visiter dans l'Algarve, il y a le Cabo de São Vicente à Sagres, la vieille ville de Lagos, la petite ville de Alvor, la Serra des Monchique à l'intérieur des terres pour ses chemins de randonnée, Carvoeiro, qui est une des plus belles villes de la région. Juste à côté, tu pourras voir le Algar de Benagil. Ensuite, tu peux visiter la ville de Silves et son château. Le Percurso, bon cette randonnée est un peu compliquée mais je te mets le nom sur la vidéo. Le château de Castro Marim, la plage Dona Ana. Bref, c'est pas une liste exhaustive, mais tu l'auras compris. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans l'Algarve. Donc ça prend du temps de tout voir et c'est pour ça que la voiture est vraiment essentielle. Les derniers incontournables du Portugal, ce sont ces îles dans l'Atlantique. Madère et les Açores. Tout d'abord, Madère. Tu peux commencer par Funchal, sa capitale, et c'est une bonne base pour visiter le reste de l'île. Tu pourras visiter le jardin botanique qui se trouve à Funchal. Ensuite, en activité maritime à faire à Madère, tu peux faire une sortie en bateau, admirer les cétacés. Mais l'île est surtout connue pour ses montagnes. Tu peux faire de nombreuses randonnées le long des Levadas, donc c'est des vieux canaux d'irrigation. Tu peux grimper au Pico do Arreiro et aussi au Pico Ruvio à près de 1800 mètres d'altitude. Tu peux aussi faire du canyoning et aussi voir les falaises du Cap Girao. Donc c'est des falaises de près de 600 mètres de haut, pour partie des plus hautes falaises d'Europe. Et tu peux finir ton séjour à Madère à Camara do Labos, un village de pêcheurs typique. Ensuite, direction les Açores, un archipel. Tu peux voir le Lago do Fogo, un lac volcanique,
gravir le Pico, le sommet le plus haut de tout le Portugal, à près de 2350 mètres d'altitude. En activité, tu peux aussi faire du bateau, faire des randonnées, voir des cétacés. Et en plus original, tu peux te baigner dans des sources d'eau chaude ou encore découvrir une ferme traditionnelle. Pour finir sur cette première partie sur les lieux à visiter au Portugal, je te rajoute quelques endroits qui sont pas forcément incontournables, mais en fonction de tes capacités à prendre du temps pour faire une escale ou de tes envies personnelles, tu peux songer à les rajouter à ton séjour. En premier, Fatima. C'est un des plus grands lieux de culte de tout le Portugal, un peu similaire à Lourdes en France. En deuxième, Mertola. C'est un village fortifié dans l'arrière-pays, entre Évora et l'Algarve. En troisième, Monsaraz, un autre village fortifié typique entre Évora et la frontière espagnole. Mais s'il ne fallait choisir qu'une seule ville fortifiée à visiter, c'est Óbidos. Alors c'est un lieu assez touristique que je n'ai pas visité mais que j'ai pu apercevoir le long de l'autoroute parce qu'elle se trouve entre Nazaré et Lisbonne. En cinquième, je peux visiter la ville de Tomar, qui est connu pour son couvent du Christ et son château templier. Et le dernier lieu que je peux te conseiller au Portugal, c'est les grottes Mira de Aigre, une des merveilles géologiques du pays. Deuxième question, que manger au Portugal? Alors oui, tu pourras facilement manger de la morue, c'est pas que un cliché, mais la gastronomie portugaise est bien plus riche que ça. Donc je te fais une liste non exhaustive de tout ce que tu pourras manger là-bas. En premier, du bacalhau, la morue. Donc tu peux manger du bacalhau à brasse. C'est un mélange de morue, d'oignons, de pommes de terre et d'œufs. Et c'est juste délicieux. La morue, tu peux aussi la manger sous forme de pastéis de bacalhau. Donc c'est des acras de morue. Ensuite, tu peux manger du francesinha. Donc c'est le plat typique de Porto. Où c'est une sorte de croque-madame avec plusieurs types de viande, un œuf et c'est recouvert de beaucoup de fromage. Donc c'est délicieux, mais tu vas clairement pas maigrir avec ça. Porto oblige, il faut absolument goûter le Porto là-bas. Au Portugal, tu peux avoir beaucoup de restaurants qui proposent des pestiscos. Donc pour faire simple, c'est des tapas version portugaise. Si tu aimes le fromage, tu pourras goûter le queijo da serra, qui est fait à base de lait de brebis. Tu pourras aussi goûter le chorizos portugais. Donc il est moins piquant que le chorizo espagnol. Il est souvent assaisonné avec de l'ail, du cumin, du paprika ou même du vin blanc. Ensuite, les pastéis de nata, c'est la pâtisserie la plus connue de tout le Portugal. C'est une sorte de flan chaud, mais en bien meilleur. Des fois, vous pourrez voir écrit pastel de nata, mais pastel, c'est simplement le singulier de pastéis. Le vinho verde, ce qui signifie en français le vin vert. Alors non, il n'a pas une robe verte, c'est simplement un vin qui est assez jeune. Ensuite, la leira de Mirandela. C'est une saucisse qui est grillée à la braise, accompagnée de pommes de terre et de navets. Et c'est originaire du nord-est du pays. Le cocido à la portuguesa. Petite précision, je suis vraiment désolé pour les portugais parce que mes prononciations sont sûrement horribles. Donc le cocido, c'est une sorte de pot-au-feu portugais avec de la viande et des légumes. Ensuite, la caldeirada de peixe. Donc c'est une sorte de soupe de poisson. Le caldo verde, c'est une soupe aux choux typique du centre du Portugal. Les sardinhas assadas, donc c'est des sardines braisées au barbecue. Et je finirai par l'arroz doce, un autre dessert typique du Portugal, c'est du riz au lait. Prochaine question, quel document pour partir au Portugal? Le Portugal faisant partie de l'espace Schengen, si tu es citoyen européen, un passeport ou la carte d'identité suffisent. Par contre, si tu as reçu ta carte d'identité en étant majeur et que celle-ci a plus de 10 ans, tu dois savoir qu'en France, les cartes sont désormais valables pendant 15 ans. Sauf que le Portugal n'a pas officiellement accepté cette prolongation de 5 ans. Dans les faits, les autorités portugaises ont tendance à être indulgentes. Mais si tu as une carte d'identité qui a entre 10 et 15 ans, et encore plus si tu prends l'avion, je te conseillerais de télécharger une attestation de prolongation de ta carte d'identité ou de changer ta carte d'identité ou d'avoir ton passeport sur toi. Quand partir au Portugal? Le gros avantage du Portugal, c'est qu'il fait souvent chaud sans excès avec un temps ensoleillé. Pour le Portugal continental, je te déconseillerais d'y aller entre octobre et février voire mars, et en particulier dans le nord du pays, vu que c'est à cette saison-là qu'il fait plus frais et qu'il pleut. Si tu as envie de te baigner et de faire la fête, l'été sera la meilleure saison, mais c'est aussi à ce moment-là que les prix sont les plus élevés. Et autre point négatif, il peut faire très chaud, et en particulier dans le sud du pays. Si tu as envie de faire des randonnées et des visites sous le soleil, mais sans crever de chaud, la fin du printemps et le début de l'automne sont les saisons parfaites.
À savoir que dans le sud du pays, à ces saisons, il peut faire jusqu'à 25 degrés. Pour Madère, l'île est surnommée l'île aux fleurs, donc c'est conseillé d'y aller au printemps. Tu peux aussi y aller l'été, mais c'est clairement plus touristique, donc il y aura plus de monde et les prix sont plus élevés. Par contre, en hiver, il pleut. Aux Açores, il fait jamais froid, mais par contre, l'hiver, il pleut, donc c'est conseillé de venir aux alentours de l'été. Comment se déplacer au Portugal? Un gros avantage du Portugal, c'est que c'est un petit pays, donc il y a rarement des distances très longues. En premier, entre les grandes villes, il y a beaucoup de trains, et franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. Ils sont clairement pas aussi chers qu'en France, à l'exception de l'Alfa Pendular qui est le TGV portugais. Certaines petites villes ne sont pas reliées au train, comme Nazaré par exemple. Donc il y a aussi un très gros réseau de bus qui existe au Portugal. Que ce soit des lignes internationales, comme avec Flixbus, ou encore des compagnies locales comme Rede Expressos, et les bus sont vraiment pas chers. Et si vous voulez vraiment visiter l'arrière-pays portugais, pour faire des randonnées, par exemple dans l'Algarve, vous pouvez facilement louer une voiture ou venir avec votre propre voiture si vous êtes courageux. Mais attention aux péages et à l'essence qui sont assez chers au Portugal. Et en plus, c'est très compliqué de trouver des places gratuites dans les grandes villes. Pour conduire, les routes sont assez bonnes grâce aux investissements européens. Par contre, autre point négatif, la majorité des agences de location n'acceptent pas de louer à des personnes de moins de 21 ans. Et dans certains cas, ils peuvent même rajouter des frais si vous avez moins de 25 ans. Et pour ceux qui veulent visiter le pays à vélo, c'est relativement facile avec des routes cyclables dans pas mal de coins du pays. Les points négatifs, c'est qu'il y a beaucoup de circulation, et en particulier l'été et dans le sud du pays. Et le plus gros point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de conducteurs portugais qui ont une conduite assez agressive. Et un dernier point négatif sur la conduite à vélo au Portugal, c'est qu'il n'y a pas énormément de pistes cyclables dans les grandes villes. Transition parfaite pour parler des transports urbains. À Porto et à Lisbonne, il y a des gros réseaux de métro et de tram qui sont vraiment très efficaces. Dans la première, ça coûte 1,50€ et dans la deuxième, 1,80€. En point négatif sur le métro à Lisbonne, je dirais un manque de clarté des informations. Et ce qui fait que je me suis retrouvé bloqué plusieurs fois en essayant de sortir du métro et j'arrivais pas à passer le portique. Les taxis sont assez développés dans les grandes villes, mais pour payer moins cher, vous pouvez utiliser Uber, mais aussi Bolt, qui est une application locale et qui est souvent moins chère. Où dormir au Portugal? Vous pouvez facilement trouver de nombreuses auberges de jeunesse dans les grandes villes, avec un lit en dortoir autour de 15€ la nuit. La seule exception que j'ai pu noter, c'est à Nazaré, où il y a peu d'auberges, donc là-bas j'ai dû payer 25€ la nuit. Pour ceux qui préfèrent les chambres privées, vous pouvez en trouver entre 30 et 60€ la nuit, dans des auberges ou dans des petits hôtels. Pour ceux qui préfèrent les hôtels 3 étoiles minimum, ça vous coûtera à partir de 75€ la nuit. Et pour ceux qui voyagent en camping-car ou en vélo, la majorité des campings se trouvent proches de la côte et le camping sauvage est interdit au Portugal. Quel budget prévoir pour un voyage au Portugal? Comme je le disais avant, ça dépend vraiment de votre façon de voyager. Dans les prix que je vais vous annoncer, ça ne prend pas en compte le voyage entre la France et le Portugal. En moyenne, les voyageurs dépensent entre 60 et 80€ par jour par personne au Portugal. Si vous êtes en mode aventurier, un voyageur qui fait du stop, qui dort chez l'habitant, par exemple en couchsurfing, voire même dans des campings, vous pouvez sûrement vous en sortir au Portugal pour moins de 30€ par jour par personne. Si vous voulez vraiment kiffer au Portugal avec des hôtels 3 étoiles, aller au restaurant tous les jours, voire même prendre une voiture de location et rajouter des activités payantes en tout genre, vous pouvez prévoir un budget à partir de 110€ par jour par personne. Et pour les petits curieux qui se demandent combien personnellement j'ai dépensé, eh bien j'ai voyagé 2 semaines au Portugal en couple. C'est un avantage qui permet de réduire certaines dépenses, par exemple si on cuisine ensemble. Car oui, on cuisinait souvent, et on allait au restaurant que de temps en temps. Donc on n'a pas fait des masses d'activités payantes, on était vraiment en mode économe. Donc ce voyage au Portugal nous a coûté environ 515€ par personne, c'est-à-dire 37€ par jour par personne. Alors petite précision, on a voyagé début 2022, et même si c'était il y a seulement un an, le Portugal est un des pays qui souffre le plus de l'inflation actuelle. Donc les prix ont beaucoup augmenté, en particulier à Lisbonne. Donc il est possible que si je fais le même voyage aujourd'hui, je dépense plus que la somme que je vous ai annoncée. Autre précision sur le budget, dans les grandes villes, vous pourrez utiliser la carte bancaire presque partout. Mais si vous visitez l'arrière-pays, je vous conseillerais d'avoir toujours une petite somme d'argent liquide sur vous, et en particulier pour les petites dépenses.
La santé au Portugal. Comme le Portugal fait partie de l'Union Européenne, vous pouvez demander votre carte européenne d'assurance maladie au moins 3 semaines avant le voyage pour être sûr de la recevoir. C'est gratuit et ça vous permettra d'être remboursé pour vos soins au Portugal. Si vous avez un problème de santé, vous pouvez voir un médecin dans un Centro de Saúde, un centre de santé. C'est une sorte de centre médical de quartier. Mais petite précision, c'est important de demander au médecin s'il accepte la carte européenne d'assurance maladie. Il existe certains médecins portugais qui la refusent. Et si vous avez un problème grave, vous pouvez aller à l'hôpital directement aux urgences. Mais je vous préviens, les hôpitaux portugais ont tendance à être très bombés. La sécurité au Portugal. Est-ce que c'est un pays dangereux? Alors honnêtement, le Portugal c'est sûrement un des pays les plus sûrs d'Europe de l'Ouest. Je me suis réellement senti en sécurité là-bas. Je te conseillerais juste de faire attention à tes affaires, et en particulier dans les grandes villes, dans les transports en commun, ou encore dans les zones touristiques avec beaucoup de mouvements de foule. Mais cette règle de précaution, je pense que c'est une règle qui s'applique à toutes les grandes villes européennes. Un autre point négatif sur la sécurité au Portugal, il y a beaucoup de voyageurs qui se plaignent de la conduite dangereuse des Portugais. Donc c'est clairement un élément à prendre en compte si tu fais un road trip ou si tu voyages à vélo. Mais en dehors de ça, vous n'aurez aucun problème au Portugal. Comment communiquer au Portugal? Quand je parle de communiquer, c'est avec le portable. Comme le Portugal est dans l'Union Européenne, tu peux utiliser ton forfait français là-bas. Si tu restes dans les grandes villes ou proches de la côte, tu auras facilement de la 4G, voire de la 5G là-bas. Les seuls endroits où le réseau passe mal, c'est l'arrière-pays en direction de l'Espagne. Par exemple, autour de Évora. Tu pourras facilement trouver des réseaux Wi-Fi dans les grandes villes, avec la fibre optique. Donc c'est parfait pour ceux qui télétravaillent. Encore une fois, trouver un café avec de la fibre, ce sera plus difficile dans les RPI. Découvrir la culture portugaise. Le Portugal, c'est l'histoire d'un territoire qui était celte, qui est devenu romain, puis après arabe, avant de devenir son propre pays avec sa propre culture tournée vers l'océan. L'architecture du Portugal est vraiment riche. Vous pourrez voir des azulejos un peu partout dans les grandes villes, donc ce sont de petits carreaux de faïence bleus qui décorent l'extérieur des bâtiments. Vous pourrez aussi découvrir le style manuelin, en référence au roi Manuel Ier du Portugal, avec des bâtiments comme la Tour de Belém ou le monastère des Hieronymi. Le genre musical traditionnel portugais par excellence, c'est le fado. C'est un chant accompagné d'instruments à cordes pincées. Les chansons parlent souvent de jalousie, de tristesse, de la déception amoureuse, ou encore du saudade. C'est un mot portugais qui est difficile à traduire en français. C'est un sentiment complexe où se mêlent nostalgie, mélancolie et espoir. Vous pourrez facilement écouter du fado dans certains quartiers de Lisbonne ou encore à Coimbra. Le Portugal, c'est aussi un des pays les plus catholiques d'Europe, donc la religion a encore une place très importante dans le quotidien des Portugais. Et c'est particulièrement vrai en dehors de Lisbonne. Vous pourrez facilement voir des lieux de pèlerinage et de culte vraiment très connus, par exemple à Fatima. Le Portugal, c'est aussi un pays avec une riche littérature. Je peux vous citer des écrivains connus comme José Saramago ou Fernando Pessoa. Mais s'il fallait retenir un seul écrivain portugais, ce serait Luís de Camões. C'est le poète le plus célèbre du Portugal, puisque l'anniversaire de sa mort, c'est la fête nationale portugaise, le 10 juin. Événements et traditions du Portugal. Je vais vous faire une liste non exhaustive des fêtes les plus connues du Portugal. Le carnaval en février et début mars dans tout le pays, mais le carnaval le plus connu du Portugal est celui de Ovar. La Semaine Sainte, qui est fêtée pareil dans tout le pays, fin mars, mais c'est à Braga où vous pourrez voir les plus grosses processions religieuses. La Queima das Fitas, début avril à Coimbra, c'est une immense fête pour célébrer la fin des études des jeunes Portugais. La fête de la fleur à Madère en avril, le pèlerinage de Fatima autour du 12 mai, la fête de la Saint-Antoine à Lisbonne en juin, la fête de la Saint-Jean à Porto en juin, la fête des Tabuleiros début juillet à Tomar, les processions de Notre-Dame de l'Agonie à Viana do Castelo début août, et pour finir, Noël et le Nouvel An. Quelle langue parler au Portugal? De tous les pays non francophones que j'ai visités, le Portugal, c'est le pays où il est plus facile de se débrouiller en français. C'est près d'un Portugais sur 4 qui le parle. Il y en a beaucoup qui l'ont appris à l'école. Il y a beaucoup de Portugais qui ont de la famille en France. Donc pour moi, et c'est mon avis personnel, je trouve qu'il est plus facile de se débrouiller en français qu'en anglais au Portugal. Même si je pense que ça va changer ces prochaines années, parce que les jeunes générations apprennent de plus en plus l'anglais au détriment du français. Donc je vais quand même nuancer mes propos, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai demandé l'avis à d'autres voyageurs,
Et la majorité d'entre eux ont plus utilisé l'anglais que le français. Donc peut-être que par chance, je suis tombé plus facilement sur des Portugais qui parlaient français. Mais si je devais émettre une hypothèse, c'est que la plupart des gens visitent Porto et Lisbonne, qui sont des lieux très touristiques où les gens parlent davantage anglais. Et si tu vas plus dans l'arrière-pays, les gens vont pas forcément parler anglais, mais il y a encore pas mal de personnes qui parlent français. Quant à la langue portugaise, qui est bien évidemment la langue nationale du pays, je pense que si vous avez appris l'espagnol ou l'italien, ça peut vraiment vous aider à comprendre le portugais écrit. Par contre, la prononciation du portugais est vraiment très différente, donc ce sera bien plus difficile à la comprendre. Les portugais arrivent facilement à comprendre les espagnols quand ils parlent, mais pas inversement. Donc est-ce que vous pouvez parler espagnol au Portugal? C'est une question difficile selon moi. Le point positif, c'est que si vous parlez espagnol, vous allez facilement vous faire comprendre. Mais le point négatif, c'est qu'il existe des tensions entre espagnol et portugais. Donc tu prends le risque de vexer le portugais qui est en face de toi. Dans les faits, j'ai essayé de faire un petit sondage. C'est très rare que les portugais se vexent quand ils entendent parler espagnol. Mais ça existe quand même. Donc vous êtes prévenus. Donc mon meilleur conseil, et c'est un conseil applicable à tous les pays que vous visitez, c'est d'apprendre les mots de base. Hola ou bom dia pour dire bonjour. Boa noite pour dire bonne nuit. Tudo bem pour dire ça va. Et tu réponds sim pour oui ou noa pour non. Ciao pour dire au revoir. Obrigado, obrigada pour dire merci. Alors ça, petite explication, c'est l'heure de base. Beaucoup de personnes connaissent le mot obrigado. Sauf qu'obrigado, tu l'emploies si tu es un homme ou si tu es une femme, tu dois dire obrigada. Et deux phrases que je trouve très importantes. Eu sou frances ou francesa. Donc ce qui veut dire je suis français, française. Et não falo português, ce qui veut dire je ne parle pas portugais. Une autre astuce que j'ai, et c'est en particulier vrai si je reste plus de 10 jours dans le pays, j'essaye d'apprendre des mots liés à l'alimentation. Et ça va me servir par exemple au restaurant ou au supermarché. Donc c'est ce que j'ai fait parce que je suis resté 14 jours au Portugal, mais juste après, j'ai fait 1 mois et demi au Brésil. Donc pendant 2 mois, j'étais dans des pays qui parlaient portugais. Donc en mots utiles, par exemple, il y a carne, la viande, peixe, le poisson, queijo, le fromage, pão, le pain, agua, l'eau, cerveja, la bière, vinho, le vin, café da manhã, le petit déjeuner, etc. T'as compris la logique. Cette erreur à ne pas faire au Portugal. En premier, visitez que Lisbonne ou l'Algarve. Je pense vous avoir prouvé que le Portugal, c'est bien plus que ça. En deuxième, mangez le pain au restaurant. Alors je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais sachez que le pain est payant. Donc si vous le mangez, vous payez un supplément. Donc la solution pour ne pas payer, c'est de ne pas y toucher. Et c'est le même principe si vous servez des petites entrées et du fromage. En troisième, ne pas faire attention à ses affaires, et en particulier à Lisbonne, Porto et dans l'Algarve l'été. Même si c'est un pays assez sûr, je vous déconseillerais d'avoir trop d'argent liquide sur vous, parce que les risques d'avoir des pickpockets existent. En quatrième, dire des phrases du genre « le portugais c'est un dialecte de l'espagnol » ou encore « en France, on sait mieux faire les choses que vous ». C'est la meilleure façon de blesser la fierté portugaise et là vous n'allez pas vous faire des amis. En cinquième, oubliez sa crème solaire et en particulier l'été. C'est un des pays les plus ensoleillés de l'Europe avec un indice UV assez élevé. Donc sans crème là-bas l'été, c'est la meilleure façon de cramer. En sixième, pointer quelqu'un du doigt. C'est assez mal vu. Et en septième, ne pas prendre de bonnes chaussures. Et c'est vrai, même si tu visites que les grandes villes. Parce que Lisbonne et Porto sont incontournables, mais il y a beaucoup de collines, c'est vraiment très vallonné, donc vous risquez de beaucoup marcher. Si vous avez encore des questions sur votre futur voyage au Portugal, je vous invite à me les écrire en commentaire et je répondrai à toutes vos interrogations. Et si vous souhaitez visiter Lisbonne ou Porto, je vous invite à regarder ces vidéos. Je vous retrouve de l'autre côté et sur ce, ciao mes louts.